Bienvenue à Question d'Info. À 6 mois de la présidentielle, François Hollande est plus que jamais dans la tourmente. Le PS se lamente. La majorité est troublée. Des ministres, des députés sont consternés. François Hollande est-il encore le candidat naturel pour la présidentielle? Comment, en tout cas, le PS peut-il sauver les meubles? Par un plan V comme Valls, un plan R comme Royal ou toujours un plan H comme Hollande. Invité de Question d'Info aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Cambadélis, Françoise Fressoz du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Julien Langlais de France Info. Eh bien oui, alors Monsieur Cambadélis, on démarre avec cette baisse historique du chômage. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Est-ce que c'est le début de l'inversion de la courbe du chômage? En tout cas, est-ce que c'est de matière à donner un peu d'oxygène à François Hollande? Je répondrai oui à vos deux questions. Ça a déjà commencé, puisque cette baisse est constante, même s'il y a eu des hauts et des bas, elle est sur une ligne constante depuis maintenant plus de 6 mois. Alors évidemment, à partir du moment, mais on y reviendra, où on parle plus de la baisse du chômage que d'un livre ou des sondages, c'est plutôt une bouffée d'air pour le président de la République. C'est pas un peu trop tard ? C'est jamais trop tard pour réduire le chômage, non, je crois pas. Alors on poursuit. Donc il y a le chômage, vous avez parlé du livre, et bien entendu il y a le contexte politique, Frédéric Dumoulin. Mais justement, vous disiez l'effet bouquin, comme dirait un de vos collègues, Bruno Leroux. Est-ce que vraiment on peut passer à une autre séquence? Est-ce que on va pas être bloqué? Est-ce que le président va pas être bloqué par ça pour le reste de son quinquennat? Vous savez, c'est toute la contradiction de la situation. C'est l'effet paradoxal. Le président de la République vit le moment sondagier et médiatique le plus difficile de son quinquennat, et il a les résultats les plus probants de son quinquennat. Le point de vue du chômage, la note de Standard & Poor's, la manière dont ça se passe à Calais, la bataille qui est menée à Mossoul, les actions portées par le président de la République en Europe. Donc dans le moment où justement la faute à qui? Mais je constate la faute à le livre, évidemment, il y a là. C'est une faute de la part du président de la République de se confier. Il s'est pas facilité le travail dans un moment où précisément les Français pouvaient observer que les engagements, les prises de position, les décisions prises par le président de la République portaient leurs fruits. Vous dites qu'il ne s'est pas facilité le travail, mais vous faites comme si c'était récent. Ça fait 5 ans que ça dure, ce livre. Ah non. Bah si, les confidences. Non, mais c'est pas facilité le travail dans la publication aujourd'hui. On peut pas dire que les journalistes aient nourri le monde d'anecdotes qui étaient à l'intérieur de ce livre. Sur quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leur travail? Ça les regarde, vis-à-vis de la rédaction du Monde. Françoise Fressoz du Monde, justement. Sur quoi François Hollande doit-il se baser pour dire s'il est ou non candidat à sa succession? Je pense que la balle est dans son camp. C'est lui qui doit apprécier la situation. Est-ce que les Français se rendront compte de la nocivité du programme de la droite? Aujourd'hui, la plupart des mesures proposées par la droite sont repoussées par les Français. Est-ce qu'ils verront que les prises de position ou les décisions gouvernementales sont positives? Est-ce qu'ils estimeront que cela est à mettre à son crédit? Et puis surtout, aujourd'hui, nous sommes sur le bilan du quinquennat. C'est une bonne chose, il faut évidemment le défendre. Mais la question qui sera posée par les Français, c'est le prochain quinquennat, pourquoi faire? Mais ça, on va parler. Quelles sont les propositions? Attendez, justement, vous dites la balle est dans son camp, mais pas seulement. Je veux dire, c'est aussi à vous, patron du Parti Socialiste, peut-être, de dire oui, on a besoin de François Hollande. Vous dites pas ça? Non, moi je dis que, parce que je constate les institutions, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, mais nous sommes dans un régime présidentiel, et il m'a semblé, en écoutant l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, qu'aucun ne réclame un régime parlementaire. Moi j'avais évoqué... Vous, premier secrétaire du Parti Socialiste, vous vous interdisez de dire on a besoin de François Hollande? Je m'interdis pas de le dire, je l'ai dit au mois de mars très clairement. À l'époque, peu de gens, ici d'ailleurs, peu de gens m'ont suivi. Le contexte n'était pas le même, évidemment. Moi, je discute avec le président de la République. J'évoque avec lui la situation. Il réfléchit, il regarde, il écoute, il entend, il voit ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui s'expose. Mais en dernière analyse, sous la Ve République. Mais sous la Ve République, c'est le président
parti Mais vous avez décide. une conviction sur ce qu'il va faire? Ah, je n'en sais strictement rien, c'est lui qui va décider en fonction des éléments. Vous savez strictement rien, 1 mois et demi de l'échéance, et vous êtes le patron du parti majoritaire. Mais écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sous la Ve République avec un président qui décide ce que sont les engagements de la France et ce que sont ses propres engagements. On a l'impression que vous comptez sur la droite quand même pour légitimer la candidature de François Hollande. Ah ben la droite aujourd'hui est très à droite et c'est vrai que la droite légitime la candidature de François Hollande. Alors attendez, on parlera de la droite tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a une cérémonie marquant le 100e anniversaire de la naissance de François Mitterrand, Frédéric Dumoulin. Oui, donc c'est un autre François, l'autre François, président socialiste de la Ve République. C'est quoi, avant tout, à vos yeux, son héritage, François Mitterrand? Je pense que une formule le résume. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et Mitterrand a toujours été un homme de volonté, qui n'a jamais plié, ni devant le général de Gaulle, ni devant les aléas des situations politiques, ni devant les cabales, ni devant la droite, ni devant l'extrême droite. Il a toujours pressé, mumu devant certains des socialistes qui lui préféraient Michel Rocard. Et alors, le chemin, il est quand même très chaotique, là. Mais c'est ce qui Il manque. est toujours en politique chaotique. Vous avez déjà vu un chemin pas chaotique en politique? C'est ce qui manque. Je sais pas si on le dit d'ailleurs, le mot chaotique. Ouais, c'est ce qui manque à François Hollande, cette volonté. Ah non, il lui manque pas de volonté. À l'évidence, il en a. Mais après, c'est une appréciation de la situation politique. Est-ce que vous pensez, comme Manuel Valls, qu'on peut encore faire déjouer les pronostics et que la gauche peut gagner en 2017? Je le pense. Je pense que cette élection est plutôt ouverte qu'on le dit, parce qu'on ne veut pas, voir où sont les contradictions. Voilà, on ne veut pas voir où sont les contradictions. Vous permettez que je balaye le champ politique quelques secondes. Aujourd'hui, vous avez le Front National qui n'a pas pu se réunir sur sa convention sur l'économie parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord sur la stratégie de l'économie pour cette formation. Cela veut dire que c'est un parti en crise, mais on ne veut pas le voir. Testez Marion Maréchal Le Pen par rapport à Marine Le Pen et vous verrez le résultat. On ne le fait pas. Aujourd'hui, dans la droite, il y a deux positions. La position de Nicolas Sarkozy, qui est d'emmener la droite très à droite, et la position de Alain Juppé, qui est de l'emmener au centre. Cela veut dire que la primaire ne réglera pas la question stratégique. Et on me dit, demain, ils se rassembleront. J'attends de voir. On verra ce qui se passera dans la suite. Non, laissez-moi terminer. Oui. Aujourd'hui, le Parti communiste est dans une situation difficile. Doit-il trouver un candidat ou doit-il soutenir Jean-Luc Mélenchon? Et Jean-Luc Mélenchon... Alors maintenant, Arnaud Montebourg, peu importe, ils doivent prendre une position. Et Jean-Luc Mélenchon oscille, lui, entre une position que j'appellerais BP Grillo, c'est-à-dire le bas contre le haut, le peuple contre les élites, et une position de substitution au Parti socialiste, qui est la position de Podemos, où fut dans son temps Syriza. Toutes les formations politiques sont confrontées à des problèmes stratégiques. Cette élection présidentielle commencera au mois de février, quand on connaîtra l'ensemble des candidats. Alors, problème stratégique, pas autant qu'au Parti socialiste, pas autant qu'à la tête de l'exécutif, puisque quand vous voyez que le président de l'Assemblée nationale dit que chez François Hollande, il y a un problème d'incarnation, c'est la première fois qu'on entend ça de la part du président de l'Assemblée depuis les débuts de la Ve République. C'est pas la première fois qu'on entend ça dans sa bouche, mais c'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais si ce n'est qu'un problème d'incarnation, ça se soigne. Ça soit du côté de Barthelone. Oui, ou alors ça veut dire que c'est rédhibitoire, mais ça faut le dire. Ça veut dire que ça veut dire que le problème d'incarnation sous la Ve République n'est pas inhérent aux candidats, aux personnages, etc. Il y a des moments où, prenons François Mitterrand, on disait qu'il y avait un problème d'incarnation dans le pays, où on disait par ailleurs qu'il était trop souverain. On l'a dit de Giscard, on l'a dit de Chirac, on l'a dit de Sarkozy. Pas un mois et demi avant la présidentielle de 80. Mais bien sûr que si. Écoutez, on n'a pas le temps de refaire l'histoire de la Ve République, mais précisément parce que la Ve République, c'est l'élection. Moi, j'ai jamais été un fanat de ça, mais comme c'est l'élection d'un homme à la présidence de la République ou d'une femme à la présidence de la République, eh bien évidemment, on juge, on jauge ses capacités, etc. Ça se soigne pour François Hollande? Ça se soigne en parlant, en dialoguant avec les Français, en leur indiquant le chemin qui a été parcouru et celui qui reste à parcourir. Ça se soigne en indiquant les résultats qui ont été obtenus. Ça se soigne en disant que tout n'est pas noir dans notre société par rapport à un pays qui aujourd'hui est dans le ressentiment avec l'ensemble de ses représentations politiques et l'ensemble de ses élites, qu'elles soient politiques, médiatiques
ou autre. C'est lui Ça qui doit le soigne. dire. C'est lui qui doit le dire ou c'est ses proches qui doivent le dire et ses ministres et éventuellement les dirigeants du PS? Je crois que d'abord j'ai bien aimé la formule de Manuel Valls. C'est une réflexion intime que le président doit avoir. Et à partir de là, il doit prendre un certain nombre de décisions. Pourtant, dans un sondage publié par RTL aujourd'hui, dans tous les cas de figure, François Hollande terminerait 4e ou 5e. Il serait dépassé par Jean-Luc Mélenchon, par Emmanuel Macron. Son ami Jean-Pierre Mignard lui a conseillé d'éviter une humiliation. Est-ce que vous lui donneriez le même conseil? J'adore Jean-Pierre, mais il n'a jamais été à aucune élection, donc il ne sait pas ce que c'est. Mais vous savez, s'il fallait fixer la politique de la France à l'aune des sondages et des humeurs des journalistes, on ne ferait rien. Humeur des journalistes, justement. Mais en tout cas, une phrase de vous sur France Inter a suscité pas mal de commentaires. Vous dites Manuel Valls, c'est un de nos présidentiables, c'est sûrement celui qui est aujourd'hui le plus en capacité. Est-ce que c'était de votre part un appel à Manuel Valls, vous savez, candidat de substitut? moi, j'essaye d'incarner l'intérêt général du Parti socialiste et donc quelque part de la gauche. Donc, je définis un certain nombre de points d'analyse. Qu'est-ce que je dis? C'est au président de la République de se décider ou de décider. S'il décide d'être candidat, il ira aux primaires et les primaires trancheront. S'il ne décide pas d'aller à la primaire, il m'a semblé, je suis pas tout à fait sourd, que le Premier ministre se préparait à y aller. Il est Premier ministre, je dois le prendre en compte. Mais je sais, parce que ma phrase, vous l'avez un peu coupée, qu'il y a d'autres candidats qui sont annoncés au moins dans la presse. On parle de Ségolène Royal, j'ai pas l'impression qu'elle souhaite y aller, mais on l'annonce dans la presse. On parle de Christiane Taubira, c'est une autre option possible. Donc moi je prends tout cela en compte et je dis il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. Un, laisser au président le choix des armes. Deux, ne pas s'émietter et se rassembler. Et donc je ferai tout pour que on se rassemble dans la primaire et après la primaire, parce que pour moi, au lendemain de la primaire, beaucoup des éléments que nous discutons aujourd'hui seront très loin derrière nous. Le meilleur candidat dans ce contexte, c'est François Hollande ou c'est un autre candidat? Mais je ne réponds pas à cette question, puisque ce que vous voulez me faire, c'est d'avoir un élément de polémique. Non, mais je maintiens. Premier secrétaire du PS, pour éviter l'émiettement dont vous parlez. Non, l'émiettement procédera de la décision du président. Et on a vu qu'il y a eu a priori un appel de parlementaires qui était prévu pour appeler la candidature de Manuel Valls via le JDD. Vous êtes au courant de ça ou pas? J'ai lu dans des presses diverses que cet appel n'avait pas eu lieu. Mais ça vous paraît plausible qu'un certain nombre de députés aient voulu appeler Manuel Valls à être candidat et François Hollande à renoncer? Je crois pas. Et donc le calendrier qui est fixé, vous parliez d'émiettement, de risque d'émiettement, le calendrier qui est fixé par le président de la République, à savoir la première quinzaine de décembre, ça vous semble toujours dans ce contexte le meilleur calendrier? Écoutez, je pense que il faut reprendre le fil du dialogue avec les Français. Le président l'avait fait à travers un certain nombre de déclarations, de discours, voilà. Une Wagram, etc., qu'on avait les uns et les autres trouvés plutôt intéressants et qu'il posait bien les problèmes de la situation politique. Il faut peut-être reprendre ce fil. Alors justement, vous parliez d'émiettement, parliez de Wagram, donc un certain nombre de prises de position du président de la République. Est-ce que, entre guillemets, le silence du président de la République participe de cet émiettement? Est-ce qu'il faudrait qu'il parle d'urgence? Non, mais vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, vous y participez. Il y a des moments dans la vie politique où il y a des chocs. Il y a deux manières de faire face à ces chocs. Il y a ceux qui surréagissent et ceux qui cherchent une solution. Moi, je ne suis pas dans la surréaction. J'ai mon jugement, je l'ai dit. Mais je ne suis pas dans la surréaction. Je crois qu'il faut construire une offre politique qui nous permette de battre la droite et l'extrême droite, qui est quand même pas loin des portes du pouvoir. À quel moment François Hollande doit dire s'il est candidat? On disait mi-décembre, est-ce que ça sera plutôt début décembre? Mais vous posez des questions à laquelle je ne peux pas répondre. Ce n'est pas moi qui suis le directeur de campagne, s'il y en a un,
du président de la République. Il fera son choix et puis on verra bien. Vous voyez bien que s'il décide d'être candidat, je n'en sais rien, mais à ce moment-là, la quasi-totalité des polémiques tombe. Le débat, faut-il que ce soit Valls, Ségolène Royal ou Taubira. Un personnage non contrôlé, c'est Macron. Ah mais ça c'est autre chose, mais lui il est en dehors et il a dit qu'il serait candidat bien avant le livre. Je parle du Parti socialiste. Donc, vous pensez qu'il ira au bout, Emmanuel Macron? Il doit se poser la question, évidemment. Quelle Il doit se question poser la question, est-ce que je vais jusqu'au bout? Voilà. Donc, mais vous confirmez, donc tant qu'il ne dit pas qu'il est candidat ou qu'il ne l'est pas, il y a des turbulences. Non, mais je dis que, par exemple, si vous prenez Macron, il est évident qu'il attend le résultat de la primaire à droite et de savoir si le président de la République est candidat ou pas. Et vous pensez que Emmanuel Macron, si François Hollande est candidat, lui ne le sera pas? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Nous verrons bien. Il faut simplement que, à un moment donné, le président dit ce qu'il fait. Et après, on prendra les mesures qui s'imposent. Alors il y a aussi, on parlait d'un problème éventuellement d'autorité avec le cas Ségolène Royal, Julien Langlais. Oui, Manuel Valls qui affirme ce matin que Ségolène Royal affaiblit l'autorité de l'État lorsqu'elle parle de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai que dimanche dernier sur France 3, Ségolène Royal a notamment dit qu'il fallait, selon elle, revoter, que la question posée au référendum n'était pas la bonne, qu'il fallait débloquer cette situation. En gros, elle continue à s'opposer à ce projet. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'elle affaiblit l'autorité de l'État? Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement se trouve confronté à un ministre qui estime que il faut pas faire obligatoirement ce qu'a décidé le Premier ministre ou le président de la République. Ségolène Royal. Mais si vous prenez que cette phrase, évidemment, vous pouvez en faire vos choux gras. Mais si vous prenez la totalité de la phrase de Manuel Valls, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en même temps, il prend en compte les interrogations de Ségolène Royal parce que cette dernière a raison. La preuve, les zadistes, dit-il, veulent avoir de la violence. Donc lui-même, lui-même n'a pas décidé d'évacuer aujourd'hui ou demain. Il se laisse du temps. Donc voilà. Qu'on a démissionné pour moins que ça. Oui, mais là, il n'y a pas de désaccord. Il y a des accords sur la manière de faire. Non, il y a des accords sur le fond. Non, elle l'aurait exprimé s'il y avait un désaccord sur le fond avant. C'est une écologiste, tout le monde le sait, elle défend cette position. Je la vois mal dire bravo au déménagement de Notre-Dame-des-Landes à la veille de la COP22. Faut aussi prendre les gens dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Elle n'a pas un statut à part, Madame Royal. Un statut à part, c'est un ministre qui dit un certain nombre de choses sur ce qu'il pense. Bon, voilà. Et puis après, à la fin, il y aura une décision qui sera prise et elle sera confrontée à cette décision. Que fera-t-elle? J'en sais rien. Puisque vous parlez d'écologie, d'environnement, peut-être un mot sur Cécile Duflot, Françoise. Oui, elle a été éliminée très sèchement à l'issue du premier tour. Qu'est-ce qu'elle a payé, Cécile Duflot, selon vous? Oh, sûrement beaucoup de choses, mais je pense qu'elle a payé une erreur d'analyse sur ce qu'est l'écologie. C'est-à-dire non pas en tant que revendication, aspiration ou combat, mais du point de vue de son électorat. Vous savez, le grand débat chez les écologistes depuis Cohn-Bendit, c'est de savoir si l'écologie était à la gauche de la gauche ou si l'écologie était au centre de gauche. Et je crois que par l'orientation qu'elle a déployée, qui n'était pas celle qu'elle avait au gouvernement, par le fait qu'elle a pris Caroline de Haas comme directrice de campagne, elle a donné une connotation à sa candidature qui était une connotation extrême gauche. Et sur ce segment-là, on va dire, pour parler comme ça, elle ne pouvait pas l'emporter parce que l'électorat écologiste est plus près d'un De Rugy, d'un Placé, d'une Emma Cosse que de la position de Madame Cécile Duflot dans cette campagne. Et par rapport aux deux candidats qui restent, Madame Rivasi, Monsieur Jadot. Écoutez, moi j'en sais rien. Les écologistes vous avez une préférence ou pas? Je n'ai pas de préférence. J'espère simplement que là où l'écologiste qui sera désigné sera plus favorable au rassemblement de la gauche et des écologistes qu'ils n'ont été jusqu'à présent. En d'autres termes, sera plus favorable à un éventuel retrait de sa candidature d'ici février.
Ah non, je pense ça comme ça, moi. Je dis, il y a deux choses. Il y a la présidentielle, et la présidentielle a sa logique. Chacun est dans son couloir et veut s'affirmer. C'est dommage, mais c'est ainsi. On peut le faire sans pour autant faire tomber le copain d'à côté. Bon. Et après, il y a les législatives. Bon. Le Parti communiste et les écologistes sont confrontés à un problème majeur. S'ils n'ont pas d'alliance avec nous, ils ne seront pas à l'Assemblée nationale. Donc, un primaire écologiste, ça peut être une matière de une base de négociation pour les législatives. Non, c'est pas une base de négociation. En tout cas, sur les législatives. C'est pas une base de négociation. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent se situer dans l'unité possible de l'ensemble de la gauche, ou est-ce qu'ils ne veulent pas? C'est la même chose pour le Parti communiste. C'est plus facile avec M. Jadot qu'avec Mme Duflot. Bon, Madame Duflot a montré une certaine plasticité, il faut le dire. Alors, est-ce que vous présenterez un candidat, contre elle, aux législatives à Paris dans sa circonscription à Cécile? Et tout à fait, puisque nous n'avons pas d'accord. Quelle que soit l'évolution de la situation dans le cadre de cette primaire des Verts ou de la candidature d'un candidat écologiste à l'Élysée. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas d'accord, moi je suis pour. Bon, j'entends bien que dans la période des élections présidentielles ou pré-présidentielles, l'unité est difficile parce que vous pouvez pas à la fois affirmer un candidat et à la fois être pour l'unité au sommet. Donc moi je dis, mais mettons-nous d'accord à la base. Mettons-nous d'accord département par département, circonscription par circonscription. Ça pourrait changer. S'il y a un accord d'ici là avec les Verts, ça pourrait changer même pour Madame Duflot. Pour le cas de Madame Duflot. Ça, on verra. Est-ce que Madame Duflot a vocation de se présenter là? Certains socialistes disent, même s'il y a un accord, Madame Duflot, on lui mettra quand même un candidat socialiste face à elle. Oui, vous savez, les positions définitives comme ça, je n'y crois pas. Je pense que, pour toute une série de raisons, Madame Duflot aura bien du mal à l'emporter dans cette circonscription ou à se présenter dans cette circonscription. Mais il n'y a pas que Madame Duflot au monde. Il y a d'autres écologistes. Et alors, attendez, une précision quand même. Tout à l'heure, vous disiez, il est possible que le Parti communiste et les Verts soient absents de la prochaine Assemblée nationale. Mais écoutez, à un moment donné, à force de d'avoir tapé sur les socialistes, comme en 2002, à force de les avoir constamment conspués, à force de ne pas avoir voulu voir aucun élément positif dans leur politique. Où on en est aujourd'hui? Où on en est? Il n'y a pas un homme de gauche, quel qu'il soit, qui est au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, le succès, ce serait d'être, dans les sondages, devant le Parti socialiste. Mais ça sert à quoi d'être devant le Parti socialiste si c'est pour être battu à l'élection présidentielle? Ça sert à quoi si au bout, on se retrouve avec 40 parlementaires et le Front National se retrouve avec 70, 80 parlementaires? Y compris pour le Parti socialiste? Et bien sûr, 40 bien sûr. députés socialistes en juin 2017. Mais il peut y en avoir 40 comme 150. Pour l'instant, on n'en sait rien. 40, c'est autre chose. 40, mais on a connu cette situation en 93. 55. Moi, je trouve, franchement, qu'il y a une très grande irresponsabilité partout dans la gauche. On ne veut pas voir ce qu'il vient. On fait comme si le national-populisme n'existait pas en Europe. On fait comme si le Front National n'était pas en train de progresser. On fait comme si il n'était pas à 30%. Alors évidemment, on se dit, ils ne seront pas gagnants lors de l'élection présidentielle. Mais dans les élections législatives, comment ça va se passer? La radicalisation de la droite leur a ouvert un champ politique comme jamais à l'extrême droite. Et donc on est face à ce problème-là, et les historiens seront extrêmement sévères les historiens seront extrêmement sévères par rapport à tous les dirigeants de gauche qui aujourd'hui ne voient pas le danger qui s'ouvre dans la décennie qui vient. Ça veut dire que vous pensez que le Front National peut arriver devant le Parti socialiste aux législatives en cas de défaite? Mais tout est possible. Tout est possible. Que vous ayez une Assemblée nationale avec le Front National qui est un groupe supérieur aux socialistes et une Assemblée nationale sans communistes et sans écologistes d'Europe Écologie Les Verts. L'alternative, ça sera plus le Parti socialiste. Mais évidemment. Ça sera l'extrême droite. Mais c'est pourquoi moi je me bats du matin jusqu'au soir en disant à l'ensemble de mes camarades, nous avons une méthode, nous avons les primaires pour trancher, nous avons la belle alliance populaire pour rassembler, nous avons les cahiers de la présidentielle pour proposer et nous avons le 3 décembre pour nous opposer. Pourquoi je leur dis, ne vous précipitez pas, laissez le président trancher, puis après rassemblez-vous, parce que ce qui m'importe, c'est bien sûr de gagner la présidentielle, mais qu'à la fin des fins, ça ne soit pas le Front National qui tire les marrons du feu d'une droite trop à droite sur une ligne trop libérale et d'une gauche émiettée. Est-ce que vous pensez, comme Manuel Valls, que le PS est menacé de disparition, de sortir de l'histoire? Il a même dit ça sur France Inter. Sortir de l'histoire, c'est possible.
Vous savez, Ça voudrait dire quoi d'ailleurs, sortir de l'histoire? sortir de l'histoire, ça veut dire que François Mitterrand, puisque c'est le jour, François Mitterrand avait, par sa stratégie et par la politique qu'il a menée, François Mitterrand avait mis le Parti socialiste au cœur de l'alternative. Et il avait fait sortir, a priori, à ce moment-là, le Parti communiste de l'histoire. Bon, c'est pas simplement lui, même si on a toujours dit que c'était lui. Il y avait quelques phénomènes géopolitiques qui y conduisaient. Mais bon, peu importe. Donc, on avait une stratégie qui était assez simple. On était dominant et au deuxième tour, on s'alliait avec le Parti communiste. C'était très simple. On s'est reposé sur nos lauriers. On a profité de cette situation. C'était une rente de situation pour le Parti socialiste. Et quand je suis arrivé en responsabilité, je me suis aperçu des dégâts causés par ce cycle d'Épinay qui n'en finissait plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème. Aujourd'hui, il faut être... François Hollande, qui a été premier secrétaire du PS pendant de longues années. Aujourd'hui, il faut être... Non, parce que quand François Hollande était le premier secrétaire, on n'était pas dans le tripartisme. Donc on était dans cette situation-là. Aujourd'hui, il ne faut pas rassembler. Il faut toujours rassembler. Au deuxième tour, il faut y être. Le rassemblement, c'est dès le premier tour. Si vous affaiblissez aujourd'hui, et tout le monde y va, et tout le monde affaiblit, et tout le monde critique, et tout le monde combat, si vous affaiblissez le rôle central du Parti socialiste, vous affaiblissez aujourd'hui l'ensemble de la gauche. C'est un message aux frondeurs, notamment? Mais c'est un message à tout le monde. Moi, j'appelle à la responsabilité, j'appelle au rassemblement, j'appelle à la clarté dans l'expression, et à la défense, bien sûr, du bilan, mais j'appelle au rassemblement. Est-ce que vous ne croyez pas, d'ailleurs, que les frondeurs, en cas de défaite à la présidentielle, ils tireront les marrons du feu aux législatives? Eux, ils se feront élire, et pas les élus comme vous, qui sont des députés loyaux à la gauche du gouvernement. J'en sais rien, mais vous savez, si tirer les marrons du feu, c'est avoir quelques élus frondeurs dans un groupe qui aura 50 parlementaires alors que le Front National en aura 80, ils pourront être fiers de leur travail. 50 parlementaires contre 80. On retiendra ce chiffre. Alors dans ce contexte, Jean-Christophe Cambadélis, c'est bien Alain Juppé, vous l'avez cité à plusieurs reprises, apparaît comme le favori de la primaire de la droite et du centre, Françoise. Oui, il y a hier une enquête qui est sortie dans Le Monde de Ipsos-Cevipof qui montre que 10% des votants à la primaire de la droite se déclarent proches d'un parti de gauche. Est-ce que ça vous pose pas un problème, vous, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, de voir un certain nombre d'élus de gauche aller voter à la primaire de la droite? Lors de la précédente primaire, celle de la gauche, il y avait entre 10 et 19 dans les sondages d'hommes de droite et de femmes de droite qui disaient qu'ils allaient participer à la primaire de la gauche. Ça ne s'est pas passé. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je comprends le contexte. La droite n'était pas à ce niveau d'impopularité que connaît aujourd'hui la gauche. Et alors, écoutez, c'est comme pour François Hollande. Je comprends pas. Si nous sommes dans une situation d'impossibilité, si François Hollande ne peut pas l'emporter, pourquoi on s'acharne contre lui? Pourquoi? Si on a perdu, pourquoi il y a une campagne d'une manière générale. Les politiques, tout le monde. Si c'est foutu pour la gauche, pourquoi on s'acharne? Non, parce que tout le monde sait une chose, au fond de lui-même, c'est qu'au lendemain de la primaire de la droite, les ennuis commencent pour Juppé ou pour Sarkozy. Parce que ce que vous dites aussi, c'est que j'y crois pas, ça veut dire que vous croyez pas au fond au sondage actuel sur la primaire de la droite? Vous avez un doute? Non, j'ai un doute. J'ai un doute parce que j'ai en mémoire ce qui s'est passé à la primaire de la gauche. Racontez. À la primaire de la gauche, dans les sondages, dans la dernière ligne droite, on ne savait pas que Montebourg allait faire 17%. Dans aucun sondeur. Il y a une tendance qui a été quand même respectée. Vous pouvez pas dire le contraire. Une tendance entre 39 et 47. Vous appelez ça une tendance, vous? Non, mais enfin, donc on ne sait pas. On ne voit. Mais vous souvenez-vous, le soir du premier tour, François Hollande était un peu bousculé par les résultats. Il s'attendait pas à cela. Bon, et lui était plus bas qu'il le pensait, et Martine Aubry était plus haute qu'il le pensait. Il pensait que ça allait être. Alors, et les sondages le disaient. Parallèle avec la primaire de droite. Et donc on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc ça veut dire que pour vous, Juppé n'a pas encore gagné? Non, mais personne n'a gagné ni perdu. C'est une compétition et jusqu'au dernier moment, une compétition est ouverte. Je ne sais pas si, comme on me dit maintenant, il va y avoir 4 millions de votants ou si il va en avoir 2. Je ne sais pas dans quelle région il va y avoir des votants.
Est-ce que c'est dans la région PACA, ce qui avantage évidemment Nicolas Sarkozy, vu le fait qu'il a doublé sur la droite Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que c'est dans le nord Pas-de-Calais Picardie? Est-ce que c'est en Île-de-France? Est-ce que c'est dans l'ouest? Est-ce que c'est dans l'est? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, vous avez beaucoup attaqué, vous personnellement d'ailleurs, Alain Juppé. Ça lui a pas vraiment porté malchance pour l'instant. Oui, mais c'est peut-être une mèche longue. Ah, une mèche longue. Parce que Pour l'après-primaire. mais parce que Nicolas Sarkozy, je l'ai attaqué bille en tête dès le mois d'août. Je pense qu'il a commis une faute pour la France, celle d'avoir emmené la droite à ce point à l'extrême droite. C'est réparé. Bon. S'il perd, c'est à cause de Donc, ça. s'il perd, c'est à cause de ça. Ouais. Parce qu'il y a perdu, à la fois sa présidentiabilité et il a perdu ce qu'est, au fond, une droite gaulliste. On poursuit. De l'autre côté, j'ai attaqué Juppé, parce que je pense que Juppé, il est centriste par rapport à une droite identitaire, et il est libéral par rapport à une gauche sociale. Donc, il n'est pas en capacité de rassembler le pays. C'est une fausse valeur. Mais aujourd'hui, on ne veut voir que sa capacité à battre Sarkozy et battre Madame Le Pen. Ça ne fonctionnera pas, vu son programme. Julien Langlais. Est-ce qu'Alain Juppé, c'est pour vous l'adversaire le plus dangereux? Ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Chacun a ses qualités et ses défauts. Je crois que Alain Juppé, qui est l'homme qui marche sur l'eau des sondages, on a déjà connu ça dans de nombreuses campagnes pré-présidentielles, est totalement friable. Il est friable pour les raisons que j'ai indiquées. Avant la primaire ou après la primaire en tant que candidat? Mais avant la primaire et après Vous la l'attaquez primaire. comment après la primaire s'il gagne? C'était simple. Si Nicolas Sarkozy l'emporte, c'est la question de la République qui est au cœur du débat. Si c'est Alain Juppé, c'est le modèle social. Et ces deux éléments-là sont ces deux questions, par exemple, sont des questions essentielles pour l'ensemble des Français. Et je pense que sur notre position, la défense de la République ou la défense du modèle social tout en le modernisant, la gauche est majoritaire. La position développée par Juppé ou par Sarkozy est minoritaire. Donc je crois que ils sont friables. Et quand vous entendez Alain Juppé dire que il n'aime ni les flics ni les juges, et qu'on voit ce qu'on a dit sur François Hollande pour une confidence dans un livre et qu'on ne lui dit rien à lui, je me dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi vous parlez là? Dans un livre, dans le livre de Madame Cabana, elle cite une phrase. C'est la même chose que pour François Hollande. Hein. Elle cite une phrase d'Alain Juppé. Mais aujourd'hui, il y a un aveuglement collectif dû non pas au fait que l'on juge les candidats sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit, mais sur ce qu'ils pourraient faire dans une élection. Alors on poursuit, on va conclure cette émission avec quelques questions d'actualité. Peut-être Julien Langlais avec la police au centre de l'actualité depuis quelques jours. Oui, François Hollande qui reçoit les policiers ce mercredi. Est-ce que vous comprenez leur grogne? Est-ce que vous voyez toujours derrière ce mouvement, comme vous l'avez déjà dit, la main du Front National? Mais je vois les deux. Je comprends leur grogne, vu le travail, la masse de travail qu'ils ont à faire, vu la situation courageuse qui est la leur, vu l'exposition au feu qui est le leur. Je comprends parfaitement que ils soient ulcérés et pour certains angoissés par ces tueurs de flics qui existent dans un certain nombre de quartiers. Et donc ça, moi, je suis solidaire. Oui, je vois aussi oui. que le premier soir, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le premier soir, M. Schwartz, au Trocadéro, a pris la parole. Vous saviez Et moi, je sais sais qui est M. Schwartz, Ouais. parce que je suis à Paris, et je sais qu'il était sur les listes des élections municipales du Front National. Qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est quand même incroyable, cette mansuétude. On tape à bras raccourcis dès une demi-phrase du Parti Socialiste, et donc d'une mansuétude absolue pour le Front National, dont on ne dit absolument rien. C'est inquiétant pour vous que le Mais Front c'est National inquiétant parce soit que aussi implanté dans la police? Mais c'est inquiétant parce que les représentations politiques au sommet, médiatiques, sondagières et politiques, sont tétanisées.
tétanisé par rapport au Front National. On n'ose plus rien dire. Pourquoi vous dites ça? C'est pas... Parce que, à part Le Monde qui a développé un programme, a dévoilé le programme de l'extrême droite, aujourd'hui, on ne dit rien. Vous dites on est arrivé à une lepénisation des esprits? Non, c'est pas ça que je dis. La tétanisation, c'est pas la lepénisation. Ouais, mais c'est la question que je vous pose. Lepénisation des esprits? Non. Heureusement. Non. Alors justement, on est tétanisé, mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce conflit des policiers? Est-ce qu'il faut donner raison à ceux qui demandent de pouvoir avoir la légitime défense, un peu comme l'ont les gendarmes? Voilà, ils ont déjà la légitime défense, mais pouvoir disposer du même statut que les gendarmes. On rappelle que c'était dans le programme de Mme Le Pen, justement, en 2012, et que donc la droite, maintenant la plupart des candidats de la droite l'approuvent. Bon, et vous savez que le gouvernement le désapprouve. Mais il n'y a pas que cela. Dans leur demande, il y a une plateforme qui a surgi, qui peut être portée à la fois par les policiers et les organisations syndicales. Il y a des demandes sur la situation des policiers en tant que tels, le fait qu'ils aient une astreinte de poste, la situation de leur matériel, que ce soit les véhicules ou la manière dont ils peuvent travailler. Il y a beaucoup de revendications que l'on peut satisfaire. Mais vous n'avez pas peur d'une chienlit, justement, parce qu'il y a une bataille politique aussi peut-être derrière, Front National contre le gouvernement? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire dans l'ensemble des universités de l'engagement, je l'ai fait toutes les semaines, que nous sommes rentrés dans la décennie de la montée des nationaux populistes, en France comme dans l'ensemble de l'Europe et dans l'ensemble du monde occidental. Quand je vois ce qui s'est passé dans le Brexit et les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne est sortie, ou que je vois les succès, sondagiers, mais les succès de Donald Trump, je dis que dans le monde occidental, il se passe quelque chose. Quand je vois qu'un chancelier autrichien peut être d'extrême droite, ou pour Madame Merkel, très intéressant. Président est autrichien. Non, en Autriche, c'est un chancelier. Mais que Madame Merkel, qui pourtant a le charisme, qui domine son parti, qui a des résultats économiques, se fait battre dans les élections régionales par l'AfD, qui en plus a fusionné avec Podilla, qui est un mouvement d'extrême droite, je dis que quand même, on pourrait se réveiller, il se passe quelque chose en Europe. On pourrait au moins avoir la clairvoyance de comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en marche. La faute à qui ? Mais la faute à la situation politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la faute en Allemagne? Parce qu'il y a 1 million de réfugiés, ça vous a pas échappé. En France, parce que la situation du chômage est grande. Mais pour autant, vous avez dans les deux pays la situation, pas au même niveau, heureusement, mais la situation qui converge. Alors justement, vous parliez des migrants. On va vous poser une question sur Calais. Oui, justement, on est au 3e jour d'évacuation de la jungle de Calais. Ça se passe plutôt bien. C'est une victoire pour le gouvernement, c'est une victoire pour qui en fait? C'est une victoire pour la France. Et bien sûr pour la gauche, mais c'est une victoire pour la France. C'est tout à l'honneur de la France d'être à la fois capable de participer au combat de Mossoul pour tarir le terrorisme et donc à partir de là le mouvement des réfugiés vers la France, d'être capable de faire voter en Europe les nouveaux garde-frontières de l'ensemble de l'Europe, et puis de régler le problème, de tenter de régler le problème, tout en sachant que c'est difficile, mais de le faire avec une dimension humanitaire évidente et sans trop de tension à Calais. Pourtant, la droite est un peu en retrait là-dessus. J'ai un anglais. Vous répondez justement à la droite qui s'inquiète de cette dispersion des migrants, enfin une partie en tous les cas, et qui prévient. Il y en a d'autres qui vont arriver. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi ils ne se sont pas inquiétés quand ils ont démantelé Sangatte? Parce que là, aujourd'hui, on a les conséquences du démantèlement. Alors évidemment qu'on peut spéculer et essayer de prospérer sur la peur de la venue des réfugiés. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? De ne pas le traiter? De laisser Calais à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000? Et qu'ils aillent en parler au président de la région Nord-Pas-de-Calais et à la maire de Calais. Hauts-de-France. Pour revoir les accords du Touquet? Moi, à titre personnel, je pense que il serait bon de les revisiter, oui. De quelle manière?
une négociation avec nos amis anglais, mais moi je me félicite qu'ils aient pris déjà 400 jeunes. C'est quand même, ça a été long, mais ils l'ont fait. Peut-être qu'ils vont en prendre encore 200 ou 300 pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Mais il y a quand même une situation difficile pour la France. Il nous aide, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait voir la manière dont on pourrait mieux régler, mieux fluidifier cette question. Situation difficile aussi à ITélé, qui n'a rien à voir, bien entendu, avec Calais. Mais une question là-dessus. Oui, le conflit s'enlise. Vous attendez quoi du CSA pour régler le problème? Qu'il intervienne et qu'il essaye de régler le problème au mieux, parce que l'entêtement de la direction abîme évidemment la chaîne. Les annonceurs partent sur les autres chaînes et on est dans une situation tout à fait difficile. L'entêtement pour avoir Monsieur Morandini à la une, et on me dit pour essayer de faire venir Monsieur Zemmour à la une des télévisions et faire venir Monsieur Zemmour sur cette chaîne me semble pas justifié. Mais il y a une volonté il y a une volonté de casser cette chaîne en fait derrière tout ça. Je n'en sais rien, je veux pas préjuger. Je pense que on a décidé peut-être stratégiquement de faire venir un certain nombre de personnes pour avoir une certaine tonalité d'une télévision et que cette tonalité ne passe pas. Mais est-ce que l'actionnaire est dans ce rôle ou vous pensez que l'indépendance de la presse est menacée et que c'est un des dossiers qui le montre? C'est un vrai sujet. Les actionnaires ont investi énormément en France dans la presse et il n'est pas anormal qu'ils souhaitent vouloir diriger leur presse. J'observe par exemple, je suis un peu surpris de la 5e une de l'Express sur Macron. Pas sur Juppé. La une de l'Express. Pas sur Juppé. Moi, sur un journal de droite, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tout d'un coup cet engouement de l'Express qui nous a transformé Macron en Mendès France des temps modernes et qui maintenant tous les 15 jours, surtout quand il commence à baisser dans les sondages, remettent à la une votre réponse à votre question. Mais je n'en sais rien. Alors c'est une question ouverte que je voudrais bien que vous creusiez. Dernière question, puisqu'on sent beaucoup de pessimistes, de socialistes tourmentés, quelle est la plus grave erreur qui a été commise depuis le début du quinquennat pour en arriver là? Mais de discuter avec vous, Monsieur Aziza, évidemment. C'est en tout cas la fin de Question d'Info. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles. Merci de discuter avec nous. Et à la semaine prochaine. Merci.